État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Myrna Barada, sophrologue et sophrothérapeute. Restaurer l'équilibre entre le corps et l'esprit grâce à la sophrologie avec Myrna Barada, c'est le sujet du jour. Bonjour Myrna, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous en apprendre un peu plus sur le métier de sophrologue et sophrothérapeute. Quelle est votre approche, votre méthode pour traiter les maux de vos patients ? Bonjour Stéphanie, je suis ravie d'avoir été invitée. Le travail de sophrologue consiste à harmoniser le corps et l'esprit, à remettre de l'équilibre entre ce qui a été cassé et ce qui ne fonctionne plus à un moment donné de notre vie. Moi, je travaille vraiment avec une méthode basée sur des exercices spécifiques et j'accompagne toutes les personnes avec différents objectifs pour se sentir mieux et leur permettre de réussir dans toute épreuve. Donc, chaque personne qui vient me consulter sont des personnes tout à fait différentes, avec des vies différentes, des expériences personnelles différentes et forcément on s'adapte aussi à elles pour essayer de trouver les exercices les plus adéquats, qui va vraiment fonctionner et ce qui va faire sens. Pouvez-vous nous expliquer une séance type ? Alors la première séance, c'est la séance où celui qui vient consulter découvre le sophrologue. Alors la séance dure 1h30 et pendant cette séance, on va faire une anamnèse pour avoir toutes les informations utiles et importantes. Au fur et à mesure, on va créer une alliance thérapeutique. Une alliance thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? C'est la confiance qu'on va instaurer à ce moment-là. La personne arrive avec une problématique, elle vous confie des informations personnelles et vous êtes là à l'écouter et à essayer de lui proposer une ligne de conduite pour pouvoir arriver à l'objectif que vous êtes mis, que vous êtes donné avec la personne qui vient vous consulter. Par exemple, si on vient avec cette problématique du stress, parce que c'est quand même quelque chose qui résonne beaucoup dans notre société, on va essayer de mettre un protocole avec un nombre de séances qu'on va respecter plus ou moins, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus, il y a des personnes qui ont besoin de moins. On va mettre une dizaine de séances, par exemple, et au fur et à mesure, donc la première séance dure 1h30, les autres séances durent 1 heure et au fur et à mesure, on va à chaque séance essayer de reprendre un peu ce qu'on avait fait sur la séance d'avant. Il y a un échange préalable où on écoute la personne, ses ressentis de la semaine, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle arrive à faire les exercices à la maison, est-ce qu'elle sent un peu plus de détente, est-ce qu'elle voit une évolution. Et puis après, on aborde des nouveaux exercices et puis on refait un point sur les exercices qu'on vient de faire ensemble. Le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis, il n'y en a pas qu'un des ressentis, et essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Quand est-il nécessaire d'aller consulter un sophrologue pour quel souci de santé, par exemple, là, vous avez évoqué le stress, quel autre souci ? Alors, il n'y a pas de moment précis, il faut accepter d'aller se faire aider lorsque le corps et l'esprit ne sont plus en adéquation. Alors, le stress intense, le divorce, le burn-out, la dépression, les acouphènes, l'hypersensibilité, l'endométriose, la perte de poids, tout cela sont des thématiques que l'on peut traiter, nous, en tant que sophrologue, et que je traite avec les gens qui viennent me consulter. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Parfois, c'est des problèmes de concentration ou de communication au sein de son entourage ou avec l'autre. Mais souvent, c'est vrai que le stress et la gestion des émotions font vraiment partie des thématiques les plus récurrentes en tant que thérapeute dans ce processus d'aider et d'aller mieux et d'accompagner les gens qui nous consultent. Quels sont les bénéfices apportés aux patients grâce à la sophrologie ? La sophrologie, c'est un outil thérapeutique qui va permettre d'aller mieux, qui va permettre d'aller chercher un peu cette reconnexion entre le corps et l'esprit. Quand à un moment donné de sa vie, on sent que le corps part et qu'on n'arrive plus à l'écouter, là, il faut consulter. Là, il faut se poser et il faut se dire, bon, j'accepte
d'aller voir quelqu'un. La sophrologie, ça a été vraiment, depuis quelques années, une espèce d'interrogation. Les gens pensaient aller voir des psychologues, ils y allaient, parfois ça marchait pas, puis après, il y a eu des thérapeutes comme les hypnothérapeutes. C'est pas forcément toujours très en adéquation avec certaines personnes qui ne sont pas réceptives à ça. Et puis, il y a la sophrologie qui permet d'avoir un aspect un peu plus simple, puisqu'on va essayer, en étant dans le présent, en étant dans quelque chose où on se reconnecte au présent, on se reconnecte au corps, on se reconnecte à ce que le corps dit. On essaye de faire ce travail-là en étant accompagné par un sophrologue. Donc la sophrologie, c'est quand même une méthode naturelle, verbale et non tactile. C'est une thérapie non médicamenteuse et c'est une médecine douce qui est basée sur les neurosciences, puisqu'elle implique, comme je l'ai dit, de se concentrer sur sa respiration et son corps au moment présent. Donc c'est inspiré du grec ancien, qui signifie l'étude de l'harmonisation de la conscience ou l'étude de la conscience en équilibre. Et ça va agir directement sur le corps et le mental. D'ailleurs, celui qui a créé la sophrologie, le professeur Caicedo, était un médecin neuropsychiatre et il a étudié la conscience et le cerveau. Et aujourd'hui, on sait que le cerveau agit sur le corps et le corps agit sur le cerveau. Donc nous, les sophrologues, on est là pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ce corps et pour répondre à la question comment faire pour aller mieux. Les douleurs psychocorporelles qui sont liées, est-ce que, par exemple, les gens qui ont souvent mal quelque part et ils sont partis voir des médecins, ils sont partis voir des médecins spécialisés sur différentes thématiques et on n'a jamais trouvé ce qu'ils avaient. Et au fur et à mesure, on comprend qu'il y a des choses qui se passent, des douleurs. Somatisation, ouais. Exactement, qui sont réveillées. Et on sent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le maître mot de tout ça, c'est nous-mêmes. Et quand on arrive à se poser et à faire la liste de ce qui ne va pas, de ses ressentis, de comment le corps réagit et qu'est-ce qu'il dit, là, on fait ce travail allez, on se pose, on écrit, on essaye de voir et puis on s'oriente vers quelqu'un qui vraiment peut être à l'écoute. Alors, c'est vrai que nous, le métier de sophrologue, on a un aspect où on écoute beaucoup, on a beaucoup d'empathie. D'ailleurs, on a une part de psychologie dans nos études, une grosse partie où on étudie la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adulte, la psychologie de l'adolescent. Et on est là aussi pour écouter et parfois la personne vous parle de son passé, de ce qu'elle a vécu, de ses traumatismes et en fait c'est le corps qui parle des années après et il y a un lien indéfectible avec l'expérience individuelle et dans quoi on a été bercé et dans quoi on a été grandi. Donc ces blessures du passé que le corps remet en action pour dire il y a quelque chose qui n'a pas été fait, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, il y a quelque chose qui veut encore se manifester parce qu'il n'a pas trouvé de réponse. Et ben parfois, la somatisation de la douleur, les douleurs psychocorporelles qu'on peut avoir sur de nombreuses années avec une errance médicale parce qu'on n'arrive pas à poser un diagnostic, permet, lorsqu'on consulte un sophrologue, d'essayer d'y voir plus clair, puisque de toute façon, c'est la personne, nous on aide, on accompagne, mais la personne après développe ses propres réponses, même si on essaye d'orienter plus ou moins avec, en écoutant ou en essayant de relever certaines choses qui sont importantes à relever. Et puis, on se rend compte que petit à petit, il y a vraiment cette montagne qui petit à petit se gravit et on voit vraiment qu'il y a du sens dans tout ce chemin entrepris par la personne qui vient. En tout cas, la personne, quand elle vient parce qu'elle a envie. Elle a envie de trouver des réponses, d'être bien accompagnée, tout à fait. C'est-à-dire que la motivation principale est élémentaire, elle est indispensable au bon fonctionnement. C'est pour ça que la première séance est très importante. Elle permet de vraiment mettre cette confiance et essayer de comprendre si voilà,
on sort du cabinet ou de cette première rencontre, de ces premiers échanges, on sort et on se sent un peu avec plein de questions, ça c'est un peu normal. Et puis après, on revient et puis se met en place une certaine confiance, cette alliance thérapeutique qui va être la base et le socle de toute cette action qui a été mise en place et de cet accompagnement thérapeutique pour aller mieux. À partir de quel âge peut-on consulter? Parce que du coup, ça fait écho avec ce que vous dites. Lorsque on est adolescent, par exemple, et qu'on a on a souvent mal au ventre, mal à la tête. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis, on a beau aller voir des médecins, ils ne trouvent absolument rien. On a beau faire des IRM cérébraux, etc. Et qu'on ne trouve absolument rien et que personne ne nous dit, en fait, c'est peut-être mental, en fait. Et donc, ce qu'on appelle de la somatisation, donc vous en avez parlé. À partir de quel âge, si jamais le parent, lui, n'est pas très réceptif à tout ce qui est sophrologie, psychologie, un adolescent peut venir à partir de 16 ans, de 15 ans, vous acceptez à partir de quel âge? Et il y a pas vraiment d'âge pour consulter un sophrologue. Évidemment que au niveau de l'adolescence, donc quand la puberté arrive, quand on rentre au collège, quand il y a cette confrontation aussi avec son entourage, de retrouver sa place, de se sentir bien dans un groupe social, parce que les adolescents aiment s'approprier un groupe, aiment être dans un groupe, ça les rassure, ça leur donne de l'existence, ça leur donne une force dont ils ont besoin à ce moment-là, et puis d'autres qui sont complètement en retrait aussi et qui communiquent pas. Donc c'est vrai que la période de l'adolescence, c'est quelque chose de très important quand on est parent aussi, de se dire, si mon fils ou ma fille ne va pas bien et qu'on est parti voir pas mal de médecins, pas mal de spécialistes et qu'on trouve rien, il est bon d'aller consulter un sophrologue ou un psychologue. Alors, c'est complémentaire, le psychologue et le sophrologue, mais c'est vrai que le psychologue écoute beaucoup. Il va chercher pourquoi. Le sophrologue va pas rester sur le pourquoi. Et il va agir, il va tout de suite donner des méthodes pour aller mieux et essayer de tout de suite se sentir après un exercice, écouter ses ressentis et lâcher prise. On peut consulter à partir de 13, 14 ans. On peut venir avec son fils ou sa fille et bien évidemment, la première séance, elle a besoin d'être accompagnée. Les parents peuvent être là sur la première séance, mais le but, c'est de ne pas être forcément entouré des parents parce que c'est quelque chose d'intime et c'est là où les choses peuvent se mettre en place. Mais c'est une période assez compliquée, surtout aujourd'hui, avec la crise du Covid, avec l'inflation, avec les réseaux sociaux, avec les suicides dans les collèges, dans les lycées. C'est très dur aujourd'hui d'être adolescent en bonne santé. La santé mentale, elle touche de plus en plus d'adolescents et ils ont une vulnérabilité psychologique qu'il faut vraiment prendre en compte. Et il faut être là pour les aider, pour les écouter et pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Parce que si c'est pas pris en compte rapidement, si c'est pas pris en charge par des spécialistes, des thérapeutes compétents, ça va forcément poser un problème à l'âge adulte. Et les répercussions à l'âge adulte peuvent aller encore beaucoup plus loin. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne question sur l'âge des adolescents. Mais quand on sent que ça va pas, qu'on soit adolescent, adulte ou enfant, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la réception du corps et du cerveau, c'est-à-dire que la communication est défaillante, là, il faut se poser les bonnes questions. C'est sûr que même moi, j'ai eu d'expérience d'aller voir des médecins et c'est vrai qu'on est reçu, c'est très rapide. Maintenant, aujourd'hui, on voit un médecin, c'est 10 minutes, un quart d'heure maximum. Puis même si ça ne va pas, on peut en parler. Je vous dirige après vers
si besoin, vers des psys ou des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux ou à parler. C'est très difficile de sortir du cabinet d'un médecin et de dire bon, ok, je vais appeler ce thérapeute-là qu'on m'a conseillé. Parfois, on se dit bah non, on n'en a pas besoin, et puis parfois on est frustré de ne pas avoir été écouté par notre médecin. Il n'a pas pu aller en profondeur, il n'a pas le temps. Et nous, les sophrologues, on prend le temps. On prend le temps de poser les choses, on prend le temps d'être à l'écoute de soi, on prend le temps d'être au présent. Et c'est ici et maintenant que ça se passe. Quand on sort de cette séance-là, on doit sentir un certain apaisement, une certaine forme d'aller mieux. Et ce mieux doit continuer après chaque séance. C'est pour ça que la sophrologie est une discipline et qu'il faut la pratiquer. Et la pratiquer tous les jours à hauteur de 5 minutes par jour en essayant de bien respirer, puisque 90% des gens ne savent pas respirer. Et ça, c'est quelque chose qui doit alerter. Respirer, c'est une fonction vitale qui se fait de manière autonome, qui se fait sans forcément y penser. C'est automatique, hein, c'est le corps qui fait les choses. Mais savoir bien respirer, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école d'ailleurs. Et ça aiderait dans plein de choses. Le stress, avant un examen, quand on est en colère, quand ça va pas, quand on a mal quelque part. Même, il devrait faire de la prévention aussi pour dire tout simplement que si ça va pas, ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un sophrologue. Je trouve qu'on fait pas assez de prévention et d'information sur tous ces métiers-là, en fait. Juste docteur et le docteur. Enfin, voilà, ils vont pas forcément penser au mental, je trouve. En tout cas, peut-être que ça a évolué, mais à titre personnel, je sais que moi, j'ai pris 27 ans à savoir que je faisais de la somatisation. Et du coup, après, maintenant, je suis traitée, mais on cherchait pas forcément. Personne n'avait trouvé d'où pouvait venir... Enfin voilà, j'ai passé plein d'examens médicaux et il n'y a pas un seul médecin qui s'est dit « Tiens, vous devrez peut-être aller voir un psychologue ou un sophrologue ». C'est moi qui ai fini par me documenter. Donc c'est important de pouvoir faire de la prévention et j'espère que cet épisode va être entendu par des parents, par des amis qui vont peut-être reconnaître certains de leurs camarades qui a changé de comportement ou qui va pas forcément bien et que ça va être de plus en plus reconnu en fait, tout simplement. Que ce soit pas aussi tabou d'aller voir un psychologue parce qu'on pense que les psychologues ou les sophrologues, c'est quand on est fou. Enfin voilà, des fois, il y a des préjugés qui sont assez hallucinants et il faut qu'on les enlève en fait petit à petit. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir sophrologue ? La crise du Covid. Je savais depuis des années, parce que moi j'ai un profil de journaliste, je savais que depuis des années, il y avait quand même un constat clair dans le domaine de la santé mentale, où la santé mentale, comme vous le dites, il n'y avait pas assez de prévention. Et ce qu'on disait, c'est bon, c'est rien, ça va passer, il faut arrêter d'en faire des caisses, il faut arrêter de penser comme si, il faut... mais c'était pas possible d'entendre ce genre de discours. Puis la crise du Covid a fait rappeler tout le monde qu'on était tous pareils et que quand on voit qu'il y a des gens qui ont la chance d'être confinés à plusieurs et dans des endroits assez agréables et puis d'autres qui se sont confinés dans leur petit studio, dans leur petite chambre de bonne. Et quand on est jeune, c'est atroce d'être coupé de tout et de pas comprendre. Déjà, on comprend pas forcément sa vie. Alors pour comprendre le monde, c'est un peu dur. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Et j'ai entrepris des aides pour pouvoir le donner, l'apporter à tous ceux qui en ont besoin. Je trouve que vraiment, on est mal accompagné, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux ou avec des blogs, etc., qui parlent de santé mentale et ça, c'est très bien. J'en suis très contente. Mais la santé mentale, ça affecte tout le monde. Et si ça ne nous affecte pas, ça a toujours affecté... On a toujours quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille, ou une amie proche, un ami proche, qui a fait une dépression, qui n'est pas bien, qui ne s'est pas remis d'un deuil, d'une séparation, qui n'arrive pas à être mieux dans sa vie parce que il a des projections négatives, etc., ou un traumatisme du passé qui n'a jamais réussi, ou qu'elle n'a jamais réussi à régler, entre guillemets,
à essayer de comprendre pourquoi il est encore ou elle est encore mal de cette situation. Et, et ça a accéléré tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés face à ça, face à des nuages noirs de leur vie. Et c'était pas possible de laisser autant de personnes souffrir dans son coin, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais faire de la sophrologie parce que à moi, ça m'a apporté beaucoup de bien. Moi qui ai connu une surcharge excessive d'activités psychiques et physiques, et il fallait qu'on s'arrête, il fallait que je m'arrête, et je me suis arrêtée à ce moment-là. Et j'ai voulu faire quelque chose qui me donnait encore plus de sens. Et je me suis réorientée vers la sophrologie et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir accompagner des patients et des patientes. On va essayer d'amener des solutions à tout ça et au ressenti de chacun. Accepter la douleur aussi. Comment en fait la sophrologie, elle agit sur le cerveau? Alors, la sophrologie agit sur le cerveau directement parce qu'on essaye tout de suite d'aller rechercher un état de calme avec la relaxation dynamique. C'est-à-dire que notre cerveau est composé d'ondes et nous, on va essayer d'activer les ondes alpha. Donc, les ondes alpha, c'est les ondes qui évoquent une sensation de bien-être lorsque le cerveau est calme. Euh, c'est quand on essaye de fermer les yeux. Vous savez, ce moment juste avant de dormir, on ferme les yeux et on s'apaise. C'est vraiment un moment de légèreté, hein. Et donc, en faisant et en pratiquant et en allant voir un sophrologue, on va stimuler ces ondes-là pour essayer de faire en sorte que le corps comprenne ce qu'on lui demande. On demande à l'esprit de se calmer en faisant des exercices de respiration, en essayant d'être vraiment dans un milieu et dans un endroit où on se reconnecte au présent et à son corps. Et on va demander à l'esprit et au corps de se baser sur cette respiration-là pour faire tout de suite redescendre le stress et gagner en calme. Ça demande d'imaginer, hein, de faire et de se concentrer. Donc forcément, on va stimuler le cerveau et d'être à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Et donc, ces exercices-là de sophrologie activent le système nerveux parasympathique, celui qui calme et qui apaise, celui qui va permettre de réguler le rythme cardiaque, par exemple, et de faire baisser, si par exemple on est dans un état de stress et qu'on sent que le cœur s'emballe et qu'on n'arrive pas à contrôler son corps, là, en faisant un exercice de respiration, on va abaisser ce rythme cardiaque pour revenir à un rythme cardiaque plus bas. Et forcément, le stress, à ce moment-là, il commence à partir jusqu'à qu'on se reconnecte vraiment à un rythme cardiaque normal. En tout cas, c'est la sophrologie, en tout cas, ça donne vraiment envie. Et je tenais quand même à vous remercier du coup, d'avoir choisi cette voie, en fait, pour tout simplement pour aider les gens. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui sont atteintes du coup de stress, qui sont sujettes à l'anxiété ou tout simplement un exercice de respiration simple à faire, par exemple? Ah oui, alors déjà, j'aimerais dire à toutes ceux et celles qui nous écoutent que la sophrologie peut vous aider dans vos expériences de vie, que ce soit pour gérer une naissance, pour gérer une maladie chronique, pour gérer même une préparation mentale quand il s'agit de sportifs ou quand on passe un examen qui nous a demandé beaucoup d'efforts psychiques et qui nous a vraiment demandé une concentration accrue, ou alors pour préparer une naissance, pour perdre du poids, pour gérer les problèmes d'acouphènes, des hypersensibles aussi qui sont parfois pas bien compris ou sous-estimés de la société et du contexte aussi dans le domaine du travail, par exemple, où les hypersensibles ont beaucoup de mal à se faire comprendre. Tous ceux qui souffrent de quelque chose, et même si c'est quelque chose qui
qui est petit, on n'est pas là pour quantifier, peuvent aller consulter un sophrologue et ça va leur faire du bien. Il faut vraiment se poser, être à l'écoute de soi et se dire, bon, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, comment, etc. Et ce que j'aime, moi, donner comme exercice de respiration à faire pour essayer d'aller mieux tout de suite, c'est qu'on soit assise ou allongée. On peut le faire dans le métro, on peut le faire partout. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas essayer de se concentrer sur les gens. On essaie de se concentrer sur nous-mêmes. Il faut faire vraiment abstraction de tout ce qu'il y a autour. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quelle pièce et assise ou allongée, assis ou allongé, peu importe. Alors, vous vous asseyez confortablement et vous essayez vraiment de vous sentir le plus à l'aise sur la chaise, sur le canapé, sur le lit, sur un tabouret. Vous vous asseyez confortablement, vous essayez de fermer les yeux et vous essayez de vous imaginer bien assise à ce moment-là de la journée. Et vous allez inspirer et expirer tout doucement. Vous allez essayer de vous imaginer cette inspiration qui rentre par le nez et qui sort par la bouche. Vous allez inspirer de nouveau par le nez et inspirer par la bouche. J'essaye vraiment de me concentrer sur cette inspiration et cette expiration. J'inspire et j'expire. Une fois que je suis connectée à cette inspiration et cette expiration, je vais imaginer à l'inspiration un fil qui se tend de haut en bas, comme s'il était devant moi, un fil à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. On refait. Ce fil qui se tend à l'inspiration, l'air qui passe dans le nez. Et à cette expiration qui redescend, ce fil qui redescend et qui expire par la bouche. Et je vais imaginer à chaque fois, quand j'inspire, j'imagine cet air qui rentre et à l'inspiration, j'imagine cet air qui sort. Et j'essaye vraiment de faire ça pendant 5 minutes au minimum, dès que je le peux. Et vraiment, c'est un exercice qui va tout de suite apaiser, qui va tout de suite essayer de se reconnecter à soi. Et vous allez voir que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe avec votre corps et votre esprit, simplement en activant une inspiration, une expiration de pleine conscience. Et ça, c'est formidable parce que tout de suite, on se sent mieux et on peut reprendre les activités de la vie quotidienne. Franchement, merci infiniment Myrna Barada pour ce conseil. J'ai essayé de le faire en même temps et puis votre voix est assez douce, donc c'est un vrai plaisir en fait de faire cet exercice. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le faire en écoutant le podcast. Donc merci pour cet exercice de respiration et d'être passé sur le podcast État d'âme et de nous avoir éclairé sur le merveilleux métier de sophrologue, et c'est bien fait. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.